comme souvent c'est le cas, on se prépare pour une réunion, on écoute la moitié de la réunion au début et on change complètement ce qu'on voulait dire en fonction de ce qui a été présenté ici. Parce que pour nous, en tant que groupe international de contact, ce qui s'est passé ce matin présente un grand espoir. Et je vais vous dire pourquoi. Jusqu'ici, et même en arrivant à Paris hier, on était confronté à une situation où on était presque désespéré de penser qu'on avait un blocage au niveau des États espagnols et français qui refusaient jusqu'ici tout dialogue avec des gens comme nous, qui étaient dans un certain sens pestiférés et qui allaient contre l'idée d'une politique de répression. Et on a vu avec notre réunion ce matin, il y a l'approche humanitaire. Et nous avons toujours pensé que si on abordait la question de cet angle-là, l'humanitaire, il y avait quand même un espoir que quelqu'un nous écouterait. Et par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, notamment avec l'intervention de Pierre Jox, il nous semble, parce qu'il a parlé des prisonniers, et lui, il a dit clairement qu'il y avait des choses assez simples à faire qu'un État comme la France pourrait entamer même tout de suite, sans pour conséquence d'avoir des problèmes politiques par la suite. Et ça, c'est parce que si vous voyez ça de la manière humanitaire surtout, tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus. On a besoin de l'État et nous savons qu'il y a certaines choses, parce que nous, après tout, depuis des années, nous travaillons dans l'idée de créer les conditions dans lesquelles un pays durable peut exister. Alors évidemment, sans la participation, et ça c'était la grande différence entre nous et Irlande du Nord, c'est qu'en Irlande du Nord, c'était l'État même britannique qui travaillait sérieusement pour arriver à avoir ce pays. Ici, on avait deux États qui étaient directement concernés, qui participaient même pas, et même depuis été, on peut dire que même si les deux États étaient incités à entamer le dialogue, même avec le TA, rien ne s'est passé. Mais moi, j'estime maintenant, depuis que j'ai écouté les interventions ce matin, qu'il y a quand même une petite fenêtre qui commence à s'ouvrir et que peut-être, dans un certain sens, on sera écouté. On sait qu'il y a essentiellement les trois conditions pour lesquelles on peut créer les conditions pour la paix. Nous, c'est la question des prisonniers, et entre parenthèses, je parlerai aussi des exilés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de Basques à l'étranger, plus spécialement en Amérique latine, où il y a souvent des mouvements pro-basques et des réunions qui ont lieu actuellement. Récemment, il y en avait un au Mexique, il y en avait je crois qu'en Uruguay. Mais enfin, il y a énormément d'exilés. On peut parler des exilés en même temps qu'on parle des prisonniers. Il y a la question de victimes, ça a été abordé aujourd'hui. Le désarmement, évidemment, rien ne peut se passer sans l'intervention des États, ça c'est clair. Parce que si vous êtes dans la situation de quelqu'un de l'ETA, vous avez une pile d'armes que vous vouliez rendre, mais personne ne veut les prendre. C'est la situation actuelle. Donc c'est un dilemme pour eux. Tant que les États ne s'intéressent pas à ça, et ça, je dois dire que je ne comprends pas tellement.
Mais enfin, c'est la situation pour le désarmement. Et maintenant, on va parler un peu des prisonniers. Alors, on a trois intervenants après moi, donc je vais rester assez court, parce que je voulais vous mettre au courant maintenant, parce que j'ai fait une petite étude ces derniers jours, et je voudrais vous dire aujourd'hui quelle est la situation réelle de ces prisonniers et dans quelles conditions on continue à appliquer une administration pénitentiaire complètement dépassée, à vrai dire. Alors en ce moment, il y a 2 mois ou à peu près, il y a un total de 460 prisonniers basques, pour les deux, le nord et le sud. 349 sont en Espagne, en 45 prisons. Donc 349, 45 prisons. En France, il y a 95 prisonniers, dont 26 prisons en France. Il y a 4 en 3 prisons dans le Pays Basque. Il y en a un en Angleterre, un au Portugal et un en Allemagne. Alors, en ce qui concerne l'emplacement ou l'endroit d'incarcération de ces gens, 61 de ces prisonniers sont à 1000 kilomètres des Pays Basques. 121 entre 900 et 800 kilomètres, et le moins loin, 65 prisonniers sont à peu près à 400 kilomètres des Pays Basques. Et en plus, il y a 8 enfants en dessous de 3 ans qui sont en prison à 500 kilomètres des Pays Basques, 2 prisons. Alors, la prétention, les réclamations des prisonniers, c'est de dire, écoutez, on a été condamnés, on est punis, mais on n'est pas les seuls. C'est nos familles qui entraînent quand même peut-être plus que nous. Et depuis 25 ans ou à peu près, depuis que cette pratique de dispersion a lieu, 16 personnes ont été tuées sur la route en allant visiter les prisonniers, le membre de la famille. Et il y a des blessés aussi. Et je ne m'étends pas trop là-dessus, mais on peut dire que quelque chose comme 2500 par an de ces différents prisonniers souffrent et qui sont punis en quelque sorte du fait de cette situation-là. Alors, ce qu'il y a pour indiquer l'intransigeance totale de l'État, essentiellement espagnol, des prisonniers qui ont été libérés dans les mois récents, il n'y en a pas un qui a eu une rémission. Ils ont tous fait la totalité de la sentence. Donc, aucune considération de rémission. Et l'autre fait, et ça nous étonne un petit peu, mais on m'a expliqué hier que l'application des décisions au niveau européen aux États, c'est pas forcément très pratiqué, notamment en Espagne. Parce que l'Espagne a ignoré totalement les décisions récentes de la justice européenne, et il y a des prévisions sur la détention, c'est-à-dire que le transfert des prisonniers entre pays, si quelqu'un a fait 5 années en France et il transféré en Espagne,
on ne tient pas compte des 5 ans qu'il a fait en France. Il recommence dès le départ sa sentence. Il y a aussi, et ça se discute actuellement, et ça se discute encore plus politiquement ici en France, c'est par rapport au mandat d'arrêt européen qui existe maintenant. L'Espagne peut exiger que les prisonniers en France soient rendus à l'Espagne sans aucune garantie. Il ne peut pas refuser d'ailleurs, il ne peut même pas en discuter, mais il n'y a aucune garantie sur leur avenir quand ils arrivent en Espagne. Alors en ce moment, je dis c'est en discussion, on ne sait pas exactement ce qui sera la position de la France. Je crois d'ailleurs que la France a probablement rendu une personne au moins, mais c'est très discutable en ce moment. Alors, ce que je voulais faire en présentant ces chiffres, c'est tout bêtement d'attirer l'attention sur la situation qui existe aujourd'hui. À part le passé, aujourd'hui, c'est la situation. Et si j'avais compris l'intervention de Pierre Jox tout à l'heure, il avait dit, mais je pense que pour ces histoires de conditions des prisonniers, il est possible de faire quelque chose sans se mettre en risque politiquement. Alors ça, c'est quelques remarques d'introduction, et je laisse à les gens qui me suivent. Et je vous demande, parce que ça m'arrive souvent, par rapport à ma profession, de ma vie en tant que professionnel en matière de police, au début, quand j'ai entamé ce rôle dans la Commission internationale de contact, on m'accusait d'être traître à ma profession. Et je me trouve fréquemment à cette table d'ex-prisonniers qui sont des amis. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais il faut dire que tout le monde comprend maintenant, pour qu'un processus de paix réussisse, il faut qu'il y ait des compromis. On est obligé de dire, ah mais j'ai des préjugés, j'ai ceci, j'ai cela, mais dans l'intérêt général du maintien de paix dans une situation qui a l'air d'être en bonne envergure, je mets de côté ces préjugés. Merci, Monsieur le Président.